Alors, Kweyawiti, bonjour à tous. Bienvenue à notre événement Kwatarontonk. Cette activité a lieu grâce à une équipe du CDFM en collaboration avec le CEPN, l'Institut Tshakapesh et Pouamoun-Meshkenu, qui ont décidé de mettre en œuvre une initiative financée par Services aux Autochtones Canada, s'adressant dans un premier temps aux élèves inscrits en formation générale aux adultes et également à tous les élèves issus d'autres communautés autochtones francophones. Mon nom est Caroline Gros-Louis, je suis agente CSEF au CDFM Huron-Wendat et je serai votre animatrice pour la prochaine heure. D'abord, permettez-moi de vous donner quelques informations importantes pour assurer le bon déroulement de la rencontre. Il est important de laisser vos micros fermés en tout temps. Pour assurer un dynamisme à la rencontre, merci de laisser vos caméras ouvertes. Si vous rencontrez un problème technique, il vous suffit de l'indiquer dans le chat et un de nos responsables vous aidera. Si vous avez des questions pour nos invités, veuillez les écrire dans le chat. Il me fera un grand plaisir de les poser en votre nom lors de la période de questions. Pour les élèves qui sont dans les classes, vous pouvez transmettre également votre question à vos enseignants qui vous aidera à la formuler. Il est à noter que toutes les activités durant événement Kwatarontonk du 8 au 26 mars sont enregistrées et disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube Studio CDFM jusqu'au 31 mars 2021. Aujourd'hui, nous recevons les Forces armées canadiennes ainsi que la Garde côtière canadienne. Dans un premier temps, nous avons l'honneur de recevoir le major général Jocelyn Paul de la Nation Huron-Wendat. Ensuite, nous recevrons la caporale Juliana Belfrog-Wabanonic de la Nation Anishinaabe, ainsi que la maître de deuxième classe, Joanne Landry. Cette dernière fera un survol des différents programmes autochtones. Alors, sans plus tarder, nous accueillons le major général Jocelyn Paul, qui est né et a grandi dans la communauté de Wendake. Il est membre de la Première Nation Huron-Wendat. Major général Paul, merci d'abord d'avoir généreusement accepté notre invitation. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Écoutez, je vais tenter de faire un survol très rapide là, de ma carrière au sein des Forces canadiennes. Mais très rapidement, comme Caroline a mentionné, je suis né et j'ai grandi là, à Wendake. Caroline et Pierre me connaissent un peu. Je suis un individu qui a toujours été très, très ancré dans ses traditions et ses coutumes. Et puis, j'ai des excellents souvenirs de la communauté. Je retourne toujours à Wendake. J'ai encore une maison là-bas, la parenté, mes sœurs, mon frère. Et puis, écoutez, mon aventure pour moi dans les Forces canadiennes a commencé il y a environ déjà 33 ans. Donc, j'ai quitté Québec pour aller étudier à l'Université du Québec à Chicoutimi en 84-85. La raison pour laquelle je suis allé à l'UQAC, c'est que, bon, j'avais rencontré là, à cette époque-là mon épouse, Lynn. Lynn est une fille de Pessamit, Lynn Bacon. Et puis, c'est ça. J'ai étudié là-bas, baccalauréat en histoire avec une spécialisation en études autochtones. Et ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en anthropologie, toujours une spécialisation sur les questions autochtones. Et puis, ensuite de ça, j'ai été engagé par l'Institut culturel et éducatif Montagnet. Donc, je travaillais sur des programmes de muséologie. Et pendant que je faisais ça, j'étais aussi réserviste au sein des Forces canadiennes. Donc, quand j'étais à Chicoutimi, j'avais joint le régiment du Saguenay comme réserviste à temps partiel. Ensuite, quand je suis allé faire ma maîtrise à Montréal, j'ai joint le régiment de Maisonneuve. Et en 91, j'ai décidé de joindre la force régulière. Donc, j'ai laissé mon emploi avec l'Institut culturel et éducatif Montagnet. J'ai joint les Forces armées. Et puis, c'est là que la grande aventure a commencé. Donc, je suis membre du Royal 22e Régiment. Je suis un officier d'infanterie et puis j'ai servi, j'ai commandé à tous les grades. Donc, quand j'ai commencé ma carrière en 91, j'étais ce qu'on appelle un commandant de peloton. J'avais une trentaine de soldats sous mes ordres. Je me suis déployé en Croatie pendant la guerre civile là-bas en 93-94. Et ensuite de ça, bon, j'ai été promu capitaine, major, j'ai commandé une compagnie d'infanterie
au 1er bataillon du Royal 22e Régiment. Ensuite de ça, j'ai été commandant adjoint du bataillon. J'ai commandé un bataillon en 2009. Donc, j'ai commandé le 2e bataillon du Royal 22e Régiment, à la Citadelle de Québec. C'est un peu bizarre parce que je devais demeurer à la Citadelle comme commandant de la Citadelle, mais j'avais ma maison et ma famille au Village-Juron. C'était une drôle d'expérience. Mais disons que la famille était toujours enchantée de venir à la Citadelle de Québec et puis on en a profité largement. J'ai eu à ce moment-là le privilège de commander là, mon unité, un groupement tactique en Afghanistan, à Kandahar, à l'été 2009. Donc, à ce moment-là, j'avais 1200 personnes sous mes ordres. Donc, opération de combat, mission très difficile. On a perdu des membres de l'unité, etc. Et ensuite de ça, écoutez, ça a été déménagement par-dessus déménagement. Je suis allé à Ottawa, je suis allé à Toronto. Ensuite de ça, j'ai été nommé comme commandant du centre d'entraînement à la manœuvre, qui est la place où l'Armée de terre du Canada entraîne toutes ses unités en Alberta. Et puis, j'ai commandé donc à Wainwright. Je suis revenu. Je suis parti au Proche-Orient, en Israël, en Palestine, pendant 1 an et demi. Retour à Ottawa. Et ensuite, j'ai eu le privilège de commander la 4e division du Canada. Donc, la 4e division du Canada, c'est la plus grosse division de l'Armée de terre du Canada. C'est grosso modo l'Ontario. Donc, j'avais 15 000 personnes là, sous mes ordres, des civils et des militaires. Et là, j'ai vécu des expériences extraordinaires. J'étais basé à partir de Toronto. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail à l'époque avec les Rangers qui sont là, constitués principalement en Ontario d'Autochtones du nord de l'Ontario. Donc, des Anishinaabe. Et puis, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Retour à Ottawa. Et puis, je pensais finir ma carrière à Ottawa là, au cours des 2 prochaines années. J'étais très heureux de mon sort. Et puis là, je viens d'apprendre il y a 2 semaines que je suis muté en Italie. Donc, je quitte pour Naples dans 2 semaines pour les 2-3 prochaines années. C'est un peu particulier parce que je m'attendais à prendre la retraite et à retourner chez moi à Wendake d'ici 2 ans. En tout cas, les plans sont chamboulés. On va essayer de démêler tout ça. Mais disons qu'on a une expérience unique, là, une opportunité extraordinaire d'aller servir en Europe. Donc, on est en train de gérer ça sur le plan familial. Présentement, le travail que je fais au quartier général de la Défense nationale, je suis responsable des politiques de défense pour le ministère de la Défense nationale. Donc, grosso modo, ce que je fais, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commandé des soldats à tous les niveaux. Là, présentement, je m'occupe de faire de la gestion des politiques. Donc, je m'occupe de toutes les relations avec tous les alliés du Canada d'un point de vue militaire. J'accompagne mon ministre lorsqu'il voyage à l'étranger. J'ai fait le tour du monde. Donc, des relations bilatérales avec un paquet de pays alliés, des pays de l'OTAN. Et puis, on s'occupe de gérer la question militaire d'un point de vue global. Je travaille quotidiennement avec des gens d'Affaires mondiales Canada, les diplomates canadiens. D'ailleurs, je sors d'une réunion avec eux. On a passé 1 heure à parler de sujets très délicats. Donc, c'est un parcours un petit peu particulier pour un individu là, comme moi qui n'avait aucune idée lorsque j'ai joint les forces canadiennes que je finirais par atteindre ce genre de position-là, de position de responsabilité. Et puis, soit dit en passant, 2 autres positions que j'ai occupées à l'époque dont je n'ai pas parlé. Lorsque j'étais capitaine, j'ai été aide-de-camp du gouverneur général du Canada. Donc, j'ai vécu à Rideau-Hall pendant 2 ans. Je travaillais là, avec notre chef d'État canadien, le gouverneur général. Et puis, lorsque je suis revenu du Proche-Orient, j'ai travaillé pour le bureau du Conseil privé, qui est le ministère du premier ministre du Canada. Donc, j'ai travaillé pendant quelques mois avec M. Harper, puis ensuite 1 an et demi avec M. Trudeau. Donc, écoutez, j'ai été exposé à peu près à tout dans ma carrière. Et grosso modo, le message que j'aime toujours véhiculer lorsque je parle à des jeunes autochtones de ma carrière, c'est un peu toujours le même. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu. Lorsque je regarde là, ma vie, ma carrière, j'ai le sentiment que j'ai comme 3 familles, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai ma famille à Wendake, j'ai ma famille à Pessamit, et puis j'ai aussi ma famille militaire. Je vous dirais que la moitié de mes amis, de mes meilleurs amis, sont des Autochtones. L'autre moitié, c'est des gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. C'est des amitiés que j'ai forgées au Canada puis à l'étranger.
On a une excellente vie. J'ai des amis pour la vie. Et puis, j'ai toujours eu énormément de support et d'encouragement dans tout ce que j'ai entrepris. Donc, une des choses qui est intéressante au niveau de la carrière militaire, c'est vraiment le concept de travail en équipe. Donc, lorsqu'on joint les forces armées, on est entraîné, c'est difficile, c'est pas facile, mais si vous êtes disposé à vous retrousser les manches, il y a toujours quelqu'un au sein des forces armées qui va être présent afin de vous donner un coup de pouce puis de vous aider à surmonter les défis que vous allez rencontrer. C'est un peu, comment dire, c'est un peu comme une équipe de hockey. Donc, c'est une famille étendue. Et puis, je ne vous dis pas que ça ne vient pas sans défis. Il y a toujours des défis, peu importe les organisations auxquelles vous allez vous joindre. Mais moi, personnellement, ça a été une expérience excessivement enrichissante. J'ai beaucoup grandi comme être humain au cours de cette carrière-là. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et puis, je ne vous cacherai pas qu'à toutes les fois que j'ai un peu l'opportunité de le faire, malgré mon horaire très chargé, je me fais toujours un devoir et un plaisir de rappeler aux gens quelle a été la contribution des peuples autochtones à la défense du Canada. Vous savez, nos ancêtres avaient des traditions de guerriers. Chez les Hurons, chez les Mohawks, on avait à l'époque des chefs civils, puis on avait des chefs de guerre. Et puis, la question d'être un guerrier, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans nos coutumes traditionnelles. Et puis, il ne faut pas se cacher non plus du fait que nous, les Autochtones, nous avons été ceux qui ont défendu le Canada contre les Anglais, contre les Américains, du début de la colonie à l'époque de la Nouvelle-France, à aller, je dirais, jusqu'à la guerre de 1812. Donc, nos ancêtres ont toujours eu un rôle important à jouer dans la défense du Canada. Et puis là, je vous parle de l'époque coloniale, mais cet intérêt-là vers la chose militaire, c'est quelque chose qui s'est poursuivi pendant les grandes guerres et ça se poursuit encore aujourd'hui de nos jours. D'ailleurs, le gouvernement canadien, il y a quelques années, avait reconnu l'importance de la participation des Autochtones à la guerre de 1812. Les communautés s'étaient fait remettre des fanions célébrant cette campagne-là. Et puis, les communautés autochtones qui avaient des guerriers impliqués dans ces conflits-là, on a tous reçu un fanion. Puis nous, ici à Wendake, chez nous, évidemment, on en a un. L'autre chose aussi que je me plais à rappeler aux gens, c'est que je vous dirais, moi, personnellement, là, c'est le côté historien qui va ressortir, c'est que nos ancêtres ont toujours eu un rôle excessivement important à jouer au plan politique, au plan économique, au plan militaire, probablement, je vous dirais, jusqu'autour de la guerre de 1812. Qu'est-ce qui est arrivé après la guerre de 1812? Une fois que la menace militaire américaine a commencé à s'estomper, le Canada, d'un point de vue démographique, a explosé. Donc, c'est la période pendant laquelle les populations canadiennes anglaises et canadiennes françaises ont commencé à avoir des très, très grandes familles. Et très rapidement, les terres dans la vallée du Saint-Laurent, que ce soit du côté de l'Ontario ou du côté du Québec, ont été remplies par des fermes, etc. Et ça a été un peu le début de la marginalisation de nos communautés dans la vallée du Saint-Laurent d'un point de vue militaire, parce qu'on n'était plus utile pour des campagnes qui n'avaient plus lieu. Nos territoires de chasse ont été empiétés, réduits, etc. Des réserves ont été réduites, des réserves ont été vendues. Et puis, bref, ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est qu'il y avait une compétition pour la terre, le terrain, pour que les familles puissent subvenir à leurs besoins. Et nous, à cause de l'explosion démographique, on a commencé à devenir un peu moins important. Et ensuite de ça est venue la loi sur les Indiens, etc. Donc, pour comprendre la loi sur les Indiens, vous devez absolument regarder ce qui s'est passé au 19e siècle. Et puis, à l'époque, ceux qui s'occupaient des relations entre les communautés autochtones au 19e siècle et puis le gouvernement, la couronne, c'était toujours les officiers militaires. Donc, avant qu'on ait les agents des Indiens ou les gérants de bande, si on veut, dans nos conseils de bande, au 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait l'agent des Indiens. Et puis, eux, ce qu'ils remettaient à nos ancêtres l'été, c'était toujours ce qu'on appelait les présents du roi. Donc, ils remettaient à nos ancêtres des couvertes, des carabines, des fusils, de la poudre, etc. Et le gouvernement, à l'époque, faisait ça pour s'assurer de la loyauté des Autochtones dans la défense du Canada. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est important parce que ça fait juste illustrer à quel point nous, aujourd'hui, mais aussi nos ancêtres, ont toujours joué un rôle important dans la défense du pays.
c'est un aspect de notre histoire que beaucoup de gens dans nos propres communautés ne connaissent même pas. Et puis, c'est pour ça que je me fais un devoir ici de vous en parler. Et puis, évidemment, je pourrais parler pour des heures et des heures et des heures, mais vous comprendrez que je vais être en mesure de prendre des questions. Mais le message, donc, que je voudrais vous laisser, c'est que nos ancêtres ont joué un rôle important dans la défense du pays depuis toujours, de un. De deux, lorsque vous joignez les forces armées, vous joignez une autre famille, une grande famille. Puis moi, pour moi, cette famille-là est excessivement bénéfique. Et puis, l'autre chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est que c'est pas parce que vous joignez les forces armées que vous arrêtez d'être autochtone du jour au lendemain. C'est pas ça le point. Je veux dire, j'ai vécu partout à travers le Canada, j'ai vécu partout à l'étranger, puis vous allez vous promener la fin de semaine à Wendake, vous allez me voir régulièrement. Et puis, lorsqu'on fait la chasse traditionnelle, je suis toujours là l'automne avec ma famille. Et puis, la plupart du temps, je passe mes vacances d'été à Pessamit où je me promène partout sur le territoire pour aller à la chasse, c'est-à-dire à la pêche avec mes chums de Pessamit. Donc, j'ai tenté pendant ma carrière de faire le meilleur des deux mondes. Très satisfait. Il me reste quelques années à faire. Et puis, moi et Lynn, bon, on a pris la décision que lorsque c'est fini avec la carrière militaire, ben, on va passer notre vie à se promener entre Wendake et Pessamit. Et puis, on va profiter d'une belle qualité de vie parce que je ne vous cacherai pas que lorsque vous faites un certain nombre d'années au sein des Forces canadiennes, aussi, vous avez accès à un paquet de bénéfices intéressants. Et puis, on a des fonds de pension qui sont excessivement généreux. Donc, lorsque je quitte l'uniforme pour retourner chez moi, je vais avoir aucune inquiétude d'un point de vue financier, d'aucune nature que ce soit. Donc, ça aussi, lorsque vous considérez des carrières, c'est quelque chose qui est important. Écoutez, moi, mon père a vécu toute sa vie au village. Il faisait des raquettes, des canots, un menuisier. Et puis, je ne vous cacherai pas que au milieu des années 70, quand le commerce de la raquette et du canot était florissant, on a vécu des périodes de vaches grasses. Là, on avait beaucoup d'argent dans la famille. On avait une très belle qualité de vie, comme la plupart des gens du village Juron. Mais lorsque le marché s'est un peu écroulé, mon père a passé, je vous dirais, là, les 15 dernières années de sa vie à travailler un nombre d'heures assez incroyable pour en retirer un salaire, somme toute, assez limité. Donc, le point que je veux vous faire, c'est que j'ai manqué de rien. J'ai eu des parents qui m'ont tout donné, mais on ne vivait pas riche. Et puis, écoutez, il y a des opportunités qui se sont présentées à moi. Je les ai prises. Et puis, c'est ça. Je suis rendu, je vous dirais, quasiment au top de l'institution militaire au Canada. Donc, le message que je veux vous faire, c'est que croyez dans vos rêves. Si vous avez une passion pour quelque chose, bien, donnez-y une chance à votre passion. Embarquez, plongez là-dedans. Si vous avez un intérêt pour une carrière militaire, je vous invite à considérer ça. Ça m'a fait énormément, ça m'a amené énormément de satisfaction et puis de gratification dans ma propre carrière. Et puis, encore une fois, je suis toujours demeuré profondément ancré dans ma communauté, puis celle de mon épouse. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, sur ce, là, Caroline, là, moi, je suis bien disposé à prendre à peu près n'importe quelle question. Excellent. Écoute, Jocelyn, j'ai une question qui va aussi peut-être s'adresser à Joanne Landry plus tard, mais un étudiant aurait aimé savoir quels sont les critères d'admission pour l'enroulement, niveau scolaire, entre autres. Bien, je pourrais peut-être laisser Mme Landry expliquer ça peut-être un peu plus en détail, mais grosso modo, là, en général, le point d'entrée, on demande un secondaire 5. Dans certaines circonstances, on va peut-être prendre un secondaire 3 pour aller du côté des membres du rang. Et puis, pour ce qui est des officiers, normalement, on s'attend à avoir un diplôme universitaire, mais peut-être que Mme Landry pourrait donner plus de détails. Excellent. On va passer par là, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jocelyn Paul, major général Jocelyn Paul, parmi les étudiants, parmi le personnel peut-être? Il s'agit évidemment d'un grand parcours, une longue vie parsemée de plusieurs déménagements, dont un qui s'en vient prochainement.
le message pour les étudiants, pour nos jeunes est excellent. C'est un message vraiment très, très enrichissant. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, il y a quelqu'un dans ma classe, encore une fois, qui aimerait savoir peut-être qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre carrière? Je vous dirais que ça a vraiment été là, le déploiement à Kandahar. Donc, une mission très difficile. La menace était très, très élevée, les opérations de combat, etc. On a eu des gens qui ont été tués, on a des gens qui ont été blessés. Mais je vous dirais que d'un point de vue opérationnel, c'était là, ce qui était probablement le plus difficile, cette mission-là en particulier. Ensuite, je vous dirais, en deuxième place, c'était l'entraînement. Donc, de passer à travers l'entraînement de base, ce n'est pas toujours très, très évident. Donc, lorsque vous joignez les Forces armées, vous faites un cours de recrue ou un cours d'élève officier. Et là, parce qu'évidemment, les militaires canadiens, on est l'outil de dernier recours du gouvernement, right? Quand tu lances l'armée dans quelque chose, là, si l'armée échoue, il n'y a plus rien après l'armée. Puis vous l'avez vu pendant la pandémie là, avec les résidences pour personnes âgées. Là. Je veux dire, quand on est rendu à prendre des soldats et les envoyer là, dans des résidences pour personnes âgées, il y a un petit problème. Là. Mais le point, c'est qu'une fois qu'on se fait dire d'aller là, nous autres, on n'a pas le droit d'échouer. Donc, compte tenu du fait que l'instrument militaire n'a pas le droit d'échouer parce que c'est le dernier garde-fou de l'État canadien, lorsque vous faites votre entraînement de base, on va vous apprendre à connaître vos propres limites. Donc, vous allez savoir c'est quoi la douleur musculaire parce que vous allez courir beaucoup, vous allez faire beaucoup de push-ups, vous allez être en forme, vous allez probablement perdre quelques livres, quelques kilos de trop. Et puis ensuite de ça, on va vous apprendre c'est quoi manquer de sommeil. On va vous apprendre comment on se sent quand ça fait 48 heures qu'on ne dort pas. Parce que c'est le genre de choses qu'on peut être appelé à faire lorsqu'on est placé dans des situations difficiles. Donc, c'est un mécanisme d'entraînement qui vise à faire en sorte que nos jeunes hommes et nos jeunes filles apprennent à connaître leurs propres limites sur le plan psychologique et sur le plan physique. Ça, c'est tough. Mais une fois que vous avez passé à travers, évidemment, vous en êtes très, très fiers. Et puis, ensuite de ça, bon, vous apprenez à connaître c'est quoi les limites physiques que vous êtes capable de vous imposer. Dans nos bataillons d'infanterie, nos jeunes hommes et nos jeunes filles sont en très grande forme physique. Et puis, écoutez, lorsque j'étais un peu plus jeune, je courais des demi-marathons assez régulièrement. Puis, écoutez, j'ai 54 ans et puis je vais avoir 55 bientôt. Et puis, quand je vais courir un 5 km, là, il y a peut-être des jeunes dans la vingtaine qui auraient de la misère à me suivre. Donc, ça, c'est un aspect intéressant de la carrière militaire. On a l'opportunité d'être en grande forme physique et c'est quelque chose qu'on valorise aussi, là, en plus de valoriser là, des bonnes et des saines habitudes de vie. Donc, l'alimentation, etc., les soins de santé, tout ça, c'est présent. Et puis, c'est bien évident aussi que c'est une grande institution. On a parfois nos défis. N'importe quelle grande organisation fait face à des défis, mais en général, lorsqu'on fait face à des défis, l'institution est très, très, très rapide à régler le problème. Donc, fascinant comme expérience. J'imagine que le défi est familial aussi, hein? Oui, c'est clair. Écoutez, tu sais, les multiples déménagements, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu le coin du Canada, mais c'est pas facile. Pour les enfants, c'est pas évident. Les enfants sont toujours en train d'essayer de se recréer un cercle d'amis, mais il y a le cœur, le noyau demeure. Donc, c'est la famille. Donc, dans ce cas-ci, les cousins et les cousines de mes enfants là, à Pessamit et puis au village Juron, c'est ça qui tient le tout ensemble. Puis, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Ma conjointe, je veux dire, Lynn, elle enseignait au village au début de ma carrière et avec tous les multiples déménagements, il y a peut-être environ une dizaine d'années, elle a décidé d'arrêter de changer d'emploi constamment parce que c'est toujours à recommencer. Mais ceci étant dit, il y a des choses qui compensent largement
Donc, écoutez, là, on s'apprête à quitter pour l'Europe, 2 ans, vivre en Italie. Ça, c'est un bénéfice là, qui est incalculable sur le plan financier. Donc, il y a des défis, mais il y a aussi des bénéfices. Absolument. Puis, écoutez, les enfants parlent couramment français, anglais. Donc, écoutez, c'est des belles opportunités. Et bientôt italien. Pardon? Et bientôt italien. Oui, on va essayer d'apprendre l'italien. Là. On a des petits aides-mémoire. Là. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez fait l'entraînement pour rentrer dans Airborne? Oui. Ah oui, Ouais. ça. Donc, les Airborne, ça, ce sont nos gens qui sont des parachutistes. Donc, oui, c'est ça. J'ai fait ce cours-là il y a plusieurs années, là, si je ne m'abuse, en 93 ou en 94. Là. Donc, c'est ça. Il y a 2 types de gens qui font du parachutisme dans les forces. Donc, il y a ceux qui sont qualifiés parachutistes de base comme moi, donc qui ont sauté en bas des avions, des hélicoptères, etc., qui le font de façon très, très occasionnelle. Et ensuite de ça, on a nos gens qui font partie d'une compagnie de parachutistes qui font ça comme très, très, très régulièrement. Donc, il y a comme 2 catégories. Là. Fait que voyez-vous ici, là, ça, c'est mes ailes de parachutiste. Et puis, vu que la feuille d'érable est rouge, ça veut dire que moi, je suis un parachutiste, si on veut, là, à temps très, très, très partiel. Alors que ceux qui sautent en parachute régulièrement ou qui ont appartenu à des unités dans le passé où ils sautent en parachute régulièrement, la feuille d'érable, elle est blanche. Okay. Tu sais, on parle de parachutisme, mais écoutez, on parle de l'armée, on parle de l'infanterie, mais vous êtes capable de faire à peu près tous les métiers dans les forces canadiennes. On a des mécaniciens, on a des infirmiers, des infirmières, on a des médecins, on a des travailleurs sociaux, on a des gens de l'infanterie, on a des gens de l'artillerie, on a des gens qui sont spécialisés dans les questions navales, on a des mécaniciens de bateaux, on a des mécaniciens d'avions. Je vous dirais qu'on est un peu une espèce de microcosme de la société. On n'a pas tous les métiers, mais on a énormément de métiers. On a si je me souviens bien, on a encore quelques ingénieurs de construction. Donc, des gens qui vont faire de l'ingénierie civile, si on veut, là. On a des ingénieurs civils, on a des ingénieurs de combat. On a aussi beaucoup d'employés civils en passant. Je veux dire, il y a beaucoup de gens chez nous à Wendake, je me souviens quand j'étais jeune, qui travaillaient comme civils à la base militaire. Donc, il y a aussi énormément d'emplois disponibles au sein de la Défense nationale pour des gens qui ne sont pas en uniforme. Moi, l'équipe avec laquelle je travaille présentement, c'est environ 70% de civils et 30% de militaires. À cause de mes dossiers, je m'occupe de faire des politiques là, militaires avec des interlocuteurs internationaux. Bien, les gars et les filles qui travaillent avec moi, bien, c'est tous des gens qui ont étudié en sciences politiques ou en économie. Et puis, par contre, quand j'étais à Toronto, quand je commandais la 4e division du Canada, bien là, j'étais entouré surtout de militaires. Donc, c'est une espèce de mélange, là. Par exemple, si vous allez à Valcartier, on a les cuisines, on a des cuisiniers militaires et on a des cuisiniers civils. Donc, j'ai un de mes neveux, d'ailleurs, qui avait travaillé à Valcartier un été là, comme étudiant, justement, la cuisine là, militaire. Puis j'ai quelques amis d'enfance qui avaient travaillé au Centre de recherche de la défense aussi à Valcartier. Donc, écoutez, quand vous pensez aux forces canadiennes, ce n'est pas seulement que l'armée telle que vous l'imaginez, c'est énormément d'autres choses. C'est des emplois variés. Très, très, très variés. Puis, en fait, on aime cette variété-là. On aime la variété, tant au niveau des métiers qu'au niveau des origines. Tu sais, on va avoir des gens qui représentent le Canada. Tu sais, le Canada, aujourd'hui, on a des Canadiens anglais, on a des Canadiens français, on a énormément d'immigrants de souche récente, et puis on a des autochtones. Donc, nous, comme institution, on veut toujours s'assurer que les Canadiens se reconnaissent dans les forces canadiennes et à la Défense nationale. Et pour ce faire, on doit toujours s'assurer qu'on a des Autochtones en uniforme. On doit s'assurer qu'on a des gens d'origine haïtienne en uniforme. On doit s'assurer qu'on a tous les segments de notre société qui sont représentés. Parce qu'en réalité, ce qu'on est, nous, on est un miroir du Canada tel qu'il est aujourd'hui.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des événements un peu de nature autochtone, je me fais toujours un peu un devoir quand je suis disponible d'être présent pour justement montrer à nos jeunes hommes et à nos jeunes filles que tout est possible. Ce sont des belles conditions de travail. Oui, c'est parfois difficile, je ne vous le cacherai pas. J'ai eu des moments très durs dans ma carrière, mais quand on fait le compte, je vous dirais que c'est définitivement excessivement positif. J'ai été chanceux, j'ai eu une très belle carrière et puis c'est grâce à tous les gens qui m'ont aidé et appuyé. Et puis, je me souviens, à un moment donné, je parlais de ça avec mon père, puis on était à Choc, au village. Il y avait papa qui était là, puis il y avait Roland Sioui qui était là. Les gens du village vont le reconnaître, Roland Pitt. Ben oui. Puis, on était en avant de la shop à papa, puis à un moment donné, Roland, il avait dit, écoute, Jocelyn, là, il dit, gars, moi, j'ai été plombier, j'ai tiré le yard par la queue toute ma vie, là. Il dit, rentre donc dans l'armée, rentre donc dans le GRC, là. Tu vas avoir une bien meilleure qualité de vie que moi et ton père, on a eu. Puis ces deux, on se parlait, là, les trois ensemble. Je devais avoir peut-être 17-18 ans, là. Donc, il y avait un peu de sagesse là-dedans. Puis écoutez, je ne vous dis pas là, qu'il n'y a pas des belles opportunités dans les communautés. Je veux dire, ma belle-sœur travaille à Pessamit, mes deux sœurs travaillent au village, puis mon frère travaille au village. C'est pas ça le point. Là. Je ne suis pas en train de dénigrer ce qui se passe dans les communautés, loin de là. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous êtes intéressé à relever un défi à l'extérieur, n'hésitez pas, puis plongez. Puis, by the way, lorsque vous allez revenir dans votre communauté, que ce soit après une absence de 4 ans, 5 ans ou une absence de 30 ans comme la mienne, 33, 34 ans lorsque je vais revenir, bien, vous allez tout simplement être un individu, un homme ou une femme qui va avoir connu d'autres choses. Absolument. Et puis, sans tomber dans les questions de nature politique, je vous dirais que je pense qu'il est très important que dans nos communautés, on ait des gens, quand ils mènent nos communautés, qui ont vécu d'autres choses que ce qui se passe là, dans la réserve. Le message est passé. Non, mais c'est une question d'avoir une ouverture d'esprit. C'est une question d'avoir été exposé à d'autres manières de faire les choses, tout simplement. Oui. Donc, c'est ça. Question d'ouverture d'esprit. Pour arriver à une solution donnée, à une solution quelconque, il n'y a pas seulement qu'un sentier. Il peut y avoir 2, 3, 4, 5 sentiers différents. Et plus on connaît ces sentiers-là, bien, plus on va être capable de se rendre au petit lac en bout de ligne. Là. Absolument. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais féliciter d'abord Jocelyn pour son parcours vraiment, vraiment inspirant. Ton ascension dans les plus hauts grades des Forces armées canadiennes est une fierté pour la communauté Huron-Wendat. On te souhaite le meilleur des succès pour ton prochain mandat. Puis merci beaucoup de ta présence, de votre présence, Major Général Paul. Merci à tous. Et puis, écoutez, nos jeunes hommes et nos jeunes filles, là, si vous voulez relever le défi, que ce soit dans les Forces canadiennes, à la garde côtière, n'importe où, donnez-vous une chance, essayez. Si dans votre fort intérieur, votre instinct vous dit « il me semble que ça me tenterait », bien, allez-y, essayez-le. Et puis, peu importe l'organisation que vous allez joindre, vous allez toujours être en mesure de trouver des gens qui vont être là pour vous guider, pour vous aider, puis pour vous donner le petit conseil qui va faire la différence. Donc, écoutez, merci infiniment de m'avoir invité. C'est très, très gentil de votre part. Merci là, à toute l'équipe du CDFM. Continuez votre excellent travail. Et puis, peut-être pour clore, je vous parlais de mon propre père, maman, qui ont travaillé fort toute leur vie. Écoutez, on a besoin d'éduquer nos jeunes autochtones. Que ce soit un diplôme professionnel, que ce soit un DEC, que ce soit un baccalauréat, l'éducation, c'est, je vous dirais, la pierre d'assise, c'est la pierre angulaire sur laquelle on va être en mesure d'améliorer la qualité de vie dans nos communautés respectives. La solution ne tombera pas du ciel. Il faut qu'on la prenne entre nos mains, il faut qu'on se retrousse les manches
Et puis, c'est nous qui vont faire avancer nos différentes communautés, puis on est capable de le faire. Puis la meilleure chose à faire lorsqu'on est un peu plus jeune, c'est d'aller se chercher cette éducation-là, qui va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin d'être dépendant de Pierre-Jean-Jacques. Donc, ceux d'entre vous qui ont pris la décision de quitter leur communauté, ou je sais que parfois, on peut être des jeunes parents, des jeunes enfants, on a lâché l'école, on veut recommencer. C'est des gros défis, c'est difficile, mais ça en vaut la chandelle. Puis je vous félicite tous d'avoir pris cette décision-là. Vous êtes courageux, vous êtes courageuses, vous êtes sur la bonne voie, puis lâchez pas, continuez, vous êtes capable. Wow, merci. Merci, Tiaouin. Tiaouin, Miao. Excusez-moi, 30 secondes. Oui. Hey, Jocelyn, merci encore pour ton beau message, pour ton beau témoignage. Vraiment, là, c'est très apprécié que tu aies accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir revu. Merci encore. Tiaouin, Pierre, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne santé à tous. Miao. Miao. Quel beau message. Maintenant, je vais vous présenter maître de 2e classe pour les Forces armées canadiennes, Joanne Landry, et la caporale Juliana Belfrog-Wabanonik. Mesdames, bienvenue. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Quoi dire de plus après le major général? Écoute, moi, je me sens toute petite à côté de lui, tellement c'est une personne grandiose. C'est vraiment super apprécié. Écoute, là, je vais être hyper brève. Écoute, vraiment, là, je vais y aller vraiment au strict minimum, puis après, je vais passer la parole à Juliana pour parler de son expérience. Fait que sans plus tarder, je partage mon écran. Et puis, désolée, j'ai fait un petit peu de suppression de slide pendant que mon ami Jocelyn parlait un petit peu. Fait que dans le fond, là, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas certain de savoir quel métier choisir avec toutes les options que le major général a parlé, tu sais, des fois, c'est assez... c'est difficile dans le fond parce qu'il y a tellement d'options, comme il l'a mentionné, qu'on ne sait plus vraiment où se retrouver. OK? Donc, qu'est-ce que les options, c'est que les forces ont développé des programmes autochtones qui sont seulement pour les Autochtones canadiens, qui leur permettent d'essayer les forces armées canadiennes sans obligation. OK? Donc, ces programmes-là, il y en a 3 différents types. Le premier qu'on va parler, c'est un programme de 3 semaines, OK, qui est une préparation au cours de recrue. Ça vous laisse savoir c'est quoi les Forces armées canadiennes, vous faire vivre un petit peu l'expérience pendant 3 semaines en tant que civil. Vous n'êtes pas enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Et puis, vous essayez, on fait vivre plein de choses au niveau de ce programme-là. Donc, vous allez faire beaucoup de conditionnement physique. Il y a des travails aussi avec des conseillers autochtones qui vont être là. Vous allez aussi essayer l'arme à feu. On va vous faire des cours de connaissances militaires de base, juste pour vous faire un petit peu essayer de c'est quoi les exigences du cours de recrue. Puis ensuite, vous aurez l'option aussi de prendre votre décision si vous voulez continuer. Vous allez faire aussi des activités, ça c'est le programme d'été, excusez-moi. L'autre type de programme, c'est un programme de 6 semaines qui est un cours de recrue qui est valide pour la réserve. Juliana en a parlé, elle a fait un programme. Ça commence par un camp culturel. Et ensuite, c'est le contenu du cours de recrue pendant 5 semaines qui est plus exigeant. OK? Ça, on ne s'en cachera pas. C'est un petit choc au corps. OK? Les programmes d'été, il y en a 5 différents au Canada. Les 3 premiers qu'on va parler, c'est ceux que les Québécois peuvent appliquer. Donc, on a Carcajou, qui est à Valcartier, enseigné par l'armée. C'est un programme bilingue. On a Black Bear, qui est enseigné à Gagetown, enseigné par l'armée. C'est un programme en anglais. Et Raven, qui est enseigné à Esquimalt, un programme qui est enseigné par la marine en anglais. OK? Donc, tous Canadiens peuvent appliquer pour ces programmes-là. Les autres que les Québécois ne peuvent pas appliquer, il y a Grey Wolf qui est pour l'Ontario seulement à Meaford en Ontario en anglais et Bold Eagle qui est pour le nord-ouest de l'Ontario et l'ouest du Canada à Wainwright en Alberta enseigné par l'armée en anglais. Donc, il y en a 5 au complet. Donc, ça, c'est vraiment un beau défi d'été pour nos étudiants qui veulent faire ces programmes-là.
Ensuite, un autre type de programme, c'est le programme de 1 an. Ça, c'est un programme de préparation à l'université. Donc, on va chercher les prérequis au cégep niveau collégial pour vous préparer. C'est un programme aussi, c'est des Autochtones qui sont sélectionnés au Canada. Donc, c'est un enseignement qui est très par petits groupes, par tutorat, très personnalisé en français ou en anglais au Collège militaire royal de Kingston en Ontario. OK? Donc, chaque personne qui applique pour les Forces armées canadiennes ou un programme autochtone doivent avoir l'original de leur certificat de naissance, les originaux de leur relevé de notes et un numéro d'assurance sociale. Pour les forces ou les programmes, pour les programmes autochtones, il faut être autochtone. Pour un autochtone, c'est tout membre de Première Nation, Inuit ou Métis avec une carte de statut ou non. Donc, il y a une autodéclaration à remplir. Il faut être citoyen canadien. L'âge. Certains programmes, il faut 16 ans, l'autre, il faut 17 ans. Et c'est maximum environ jusqu'à 55. Tout dépendant du programme, ça se peut que vous deviez avoir maximum 45 ans. OK? Donc, ça, c'est tout discuté avec moi. Je vais tout vous dire si vous avez les prérequis académiques ou autres pour ces programmes-là. Au niveau de l'école, il faut un minimum de 24 unités de secondaire 4 ou 5 pour pouvoir accéder au métier militaire du rang des Forces armées canadiennes. Nous n'acceptons plus le secondaire 3, OK, contrairement à ce qui a été dit précédemment. On peut avoir un DEP ou un TENS ou un diplôme d'études secondaires ou un GED. Donc, ça, c'est toutes les options. Donc, peu importe votre cheminement académique, venez me voir et je vais vous dire qu'est-ce que vous êtes éligible de faire ou qu'est-ce qu'il vous manque pour les avoir. Ensuite, tous les programmes incluent le transport, l'équipement, l'hébergement, le repas et un salaire. Donc, ça aussi, ça peut être tout spécifique au programme. Et les options après le programme, bien, vous allez avoir les options de continuer à temps plein avec nous, continuer à temps partiel au sein de la réserve, faire un autre programme autochtone ou prendre un moment de réflexion, retourner à la maison et réfléchir à vos options. C'est vous qui allez décider et me recontacter par la suite. Le traitement des dossiers. La première chose, c'est de communiquer avec moi. Je vais vous diriger à la bonne place. OK? Je vais vous aider, je vais vous soutenir. Inquiétez-vous pas, je suis très bonne à faire ça. Il y a certains programmes qui vont avoir besoin d'un test de conditionnement physique. D'autres programmes vont avoir besoin d'une évaluation médicale et d'une entrevue. Et maintenant, avec le COVID, il y a certaines particularités qui sont mises en place pour assurer votre sécurité. C'est à noter que le traitement prend entre 3 et 9 mois. OK? Donc, il faut s'y prendre d'avance. Et le traitement est valide pendant 1 an. OK? Donc, si vous êtes pensé pour l'année prochaine, c'est le temps de commencer à magasiner. Vos traitements de dossiers peuvent se faire dans nos centres de recrutement en tout temps. Donc, nos centres de recrutement sont situés à Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi et Rimouski. Et on peut faire des mobiles sur demande. Donc, pour Rouen, ça couvre le territoire de l'Abitibi, de la baie James. Sept-Îles, c'est la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Et Kuujjuaq, ça couvre tout le Nunavik. Donc, nous, on se déplace dans ces endroits-là et on fait vos tests sur place. L'important de ces programmes-là, ça va vraiment vous aider à développer certaines valeurs, notions, qualités que vous voulez développer dans la vie de tous les jours. On parle de la confiance en soi, la gestion du temps, la discipline personnelle, l'habilité de travailler en équipe, le leadership et apprendre à mieux vous connaître. Ça, c'est utile partout, que vous continuez votre carrière avec les forces ou non. Donc, c'est un très beau moment pour vous surpasser, vous dépasser. Vous pouvez venir sur notre site web qui est www.force.ca. On a les informations sur les programmes autochtones. Vous avez aussi ma page Facebook qui est Programme autochtone des FC pour Force canadienne. Vous avez aussi sur ma même page des programmes autochtones, des vidéos. Vous pouvez regarder sur les programmes autochtones. Bel investissement de regarder ces vidéos-là. Ça vous met une image un peu de qu'est-ce que ces programmes. Ou vous pouvez me rejoindre aussi par courriel, téléphone au bureau. Bien, je fais du télétravail un peu comme tout le monde, mais je suis totalement rejoignable aussi par mon compte professionnel de la diversité. Fait que sans plus tarder, moi, je vais arrêter mon partage et je passerai les quelques minutes à Juliana. Juliana, tu es avec nous? Mute. OK, j'étais sur mute. Donc, Juliana, elle a fait Black Bear. Donc, je vais lui laisser parler de son expérience sur les programmes et brièvement de sa carrière.
Allô tout le monde. Je suis caporale Juliana Boulfroy-Guabalanic. Je suis originaire de Val-d'Or. J'ai 22 ans. Je suis créée à Algonquin. Moi, ça fait 4 ans que je fais partie des forces canadiennes. Puis, je peux vous dire que ça n'a pas été plate. En 2016, en août 2016, j'ai gradué du programme Black Bear et ma vie a complètement changé depuis ce temps-là. Depuis l'âge de 12 ans, en fait, mon rêve, c'était de joindre l'armée. J'ai toujours voulu faire quelque chose d'excitant et hors de l'ordinaire. J'ai été chanceuse sur le fait que je connaissais déjà une personne sur le programme. On a été à la même école première année, deuxième année du primaire. Puis, dès le départ, on a reconnecté, puis c'est vraiment le fun. On venait de la même réserve. On se connaissait déjà. Fait que ça l'a enlevé beaucoup de nervosité juste de partir tout seul en voyage de même. Sinon, j'ai une couple de photos ici que j'ai faites PowerPoint que je peux vous montrer. Je vais partager l'écran. OK. Et voilà. OK. Le camp culturel, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris beaucoup sur les Métis, les Premières Nations, les Inuits. On a eu excusez, j'essaie de trouver un mot. On a eu des aînés avec nous de chaque nation pour nous parler de la culture, des langues, des traditions, puis tout ça. C'était vraiment le fun. Nous, c'était 4 jours qu'on a vraiment appris à se connaître, à tisser des liens, puis dès le départ, on a vraiment appris comment travailler en équipe, comment se connaître, tout le monde ensemble, tout mon peloton. On était une famille dès le départ. C'était vraiment le fun. Ensuite, on a fait, à travers le programme, on a fait du saut au rappel, on a fait de la chambre à gaz. Non, c'était vraiment pas agréable. On a fait de la marche militaire, on est allé au champ de tir. Beaucoup d'expériences, vraiment le QMB que tout le monde passe par. Mais dans le fond, moi, j'ai pu continuer dans l'armée régulière sans faire mon QMB à Saint-Jean parce qu'ils ont reconnu, dans le fond, le programme que j'ai fait, le programme Black Bear, juste en tant que QMB. Fait que j'ai pas été à Saint-Jean pour 10 semaines à ça que c'est rendu. Moi, mon QMB, c'était 6 semaines. Et à part de ça, après avoir gradué, je suis rentrée à temps plein comme technicienne en imagerie. J'ai toujours été attirée vers l'artistique. Je fais des boucles d'oreilles avec je fais des capteurs de rêve, beaucoup de l'art autochtone. Et la photographie, c'était vraiment ce qui m'a attirée. Je suis photographe, vidéographe, tout mon entraînement, mon école, ça a tout été payé et fait par l'armée. Comme c'est là, depuis que j'ai 18 ans, j'ai une fonds de pension qui se ramasse. En ce moment, je suis à North Bay, en Ontario. C'est mon premier posting. Au début, j'ai fait mon training à Borden, en Ontario. C'est une grosse base. C'est à peu près 10 000 soldats qui passent par là à chaque année. Et ça, c'est quand même assez épeurant d'aller là tout seul. J'avais 18 ans
dans ce temps-là. Je venais de partir de la maison. C'était dur pour ma famille parce que je suis la plus vieille de 4 enfants. Ouais, ma mère a trouvé ça vraiment dur, mais moi, j'étais correcte. Ouais, sinon, il y a ma carrière militaire, c'est vraiment mon rêve depuis que j'ai 12 ans. Puis je peux vous dire que c'est vraiment, c'est vraiment ce que je m'attendais, mettons. Et encore mieux. Encore mieux. Fait que si vous avez d'autres questions ou d'autres expériences que vous voulez entendre, j'ai mis mon courriel ici, mon personnel et mon courriel des forces si vous voulez poser d'autres questions plus tard ou whatever. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mme Landry, si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, c'est juste de dire merci beaucoup de nous avoir invités. Désolée, je pense que c'est la garde côtière qui nous suivait. On a grugé de votre temps beaucoup. Mais sinon, je vous remercie. Evie, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez de plus amples questions. Ça va faire un plaisir. Puis on est ouverte aussi à faire des présentations Zoom privées encore pour en parler. Là, pas nécessairement au CDFM, mais à d'autres groupes. Il n'y a aucun problème. Puis merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Ça a été super intéressant de voir une personne avec plus d'expérience, avec une autre personne avec un peu moins d'expérience, mais tout aussi important, tout aussi intéressant, et de voir concrètement des images là, de vos expériences. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Alors, pour la deuxième présentation du programme, nous recevons la Garde côtière canadienne. Cette organisation s'assure entre autres de la sécurité de tous les navigateurs dans les eaux canadiennes, à répondre aux appels d'urgence en mer et à protéger l'environnement marin du Canada. En 2020, la Garde côtière était sur la liste des meilleurs employeurs pour les jeunes du Canada. Aujourd'hui, nous recevons 3 personnes qui vont nous entretenir sur cette organisation fédérale. Alors, tout d'abord, Myriam Lafrenière-Marcotte travaille au sein de la Direction des services de gestion intégrée des affaires depuis bientôt 4 ans. Son équipe offre des services administratifs à la haute gestion. Ensuite, Kevin Raymond. Il a débuté sa carrière en 2010 en allant étudier au Collège de la Garde côtière pour les services de communication et trafic maritime. Depuis, il a travaillé dans divers postes organisationnels au sein de l'organisation avant de devenir surintendant des navires préoccupants en 2019, devenant ainsi en charge d'un tout nouveau programme servant à préserver l'environnement en enlevant et recyclant les épaves présentes dans les eaux canadiennes. Finalement, nous aurons Dominique Debrosse depuis février 2021. Il s'est joint à l'équipe de la Garde côtière canadienne comme agent perfectionnement des effectifs, recrutement et rétention au service de gestion intégrée des affaires. Il est avec nous pour vous en parler des opportunités à la Garde côtière. Alors, bienvenue et bienvenue à chacun de vous. Je laisse la parole d'abord à Madame Myriam. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous partager mon écran. Donc, juste me confirmer quand vous verrez ma présentation, s'il vous plaît. Ça va, on voit très bien, merci. Parfait. Donc, mon nom est Myriam, comme on l'a déjà mentionné, puis je travaille pour l'équipe de recrutement et rétention de la Garde côtière. Là, c'est un petit peu difficile de passer après les forces armées qui ont fait une super présentation. Puis, je sais qu'on devait terminer à 2 heures, mais on va essayer de résumer notre présentation le plus possible. On risque de dépasser là, de quelques minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, de mon côté, avant de travailler dans l'équipe de recrutement et rétention, j'ai travaillé du côté de l'équipe de la formation. Donc, on organisait des formations pour les employés de la Garde côtière. Puis, j'ai aussi travaillé dans l'équipe du perfectionnement des effectifs et des prix et reconnaissance. Donc, on recevait des demandes des gestionnaires du ministère qui sont nos clients.
Puis, on s'occupe de toute la paperasse requise pour toutes les nouvelles embauches et pour, comme j'ai dit, les prix et reconnaissance. Donc, je vous présente un peu mon background pour vous montrer toutes les opportunités d'emploi à la garde côtière. Les opportunités sont vraiment infinies. Donc, on a des postes autant à bord des navires que dans les bureaux, comme mon poste actuel. Puis, donc moi, je vais vous faire une courte introduction sur qu'est-ce que c'est la garde côtière, qui est parfois méconnue. Puis, je vais aussi vous parler des divers emplois étudiants qu'on offre, qui pourraient être intéressants pour vous. Puis, Dominique va vous parler des opportunités plus à bord des navires et Kevin, à la fin, va vous parler plus des opportunités à terre et puis de son expérience. Donc, pour ce qui est des possibilités d'emploi étudiant, je sais que vous avez déjà eu une présentation à cet effet, si je ne me trompe pas, le 17 mars. Je vais quand même vous en reparler parce qu'il s'agit de super belles opportunités. On a 3 options. On a le programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Puis, Dominique va vous mettre le lien là, dès que possible dans la section chat si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez vous inscrire. Donc, idéalement, ça prend un secondaire 5, par exemple, pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez toujours essayer, mais les chances sont quand même minces d'être pris en secondaire 5. Puis, on engage vraiment toutes sortes d'étudiants pour divers postes, autant administratifs que plus techniques. Puis, ces gens-là, ils ont la chance de parfois pouvoir être directement embauchés après leur étude. Donc, ça, c'est un super bel avantage. On a aussi des étudiants coop qu'on appelle. Donc, ça consiste en, si jamais vous avez besoin d'un stage dans le cadre de vos études, par exemple, on offre des possibilités de stage. Donc, pour ça, on n'a pas de site web avec plus d'informations. Mais par exemple, Dominique va vous ajouter aussi l'adresse courriel de l'équipe du recrutement, donc de mon équipe. Puis, si vous avez des questions, vous allez pouvoir envoyer vos questions à cet endroit-là. Puis, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi là, en lien avec la présentation, pas nécessairement seulement avec les stages. Puis, finalement, on a une 3e option de programme étudiant, puis c'est pour le service d'embarcation de sauvetage côtier. Encore une fois, Dominique va vous mettre un autre lien vers un site web pour avoir plus d'infos à ce sujet, puis si ça vous intéresse de vous inscrire. Il s'agit seulement d'un emploi d'été, comparativement aux 2 autres types. Puis, juste en gros pour résumer en quoi ça consiste, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, embarcation de sauvetage côtier. Mais en gros, la garde côtière embauche et forme des candidats chaque été pour les préparer à devenir des membres d'équipage des embarcations. Puis, la formation dure 16 jours, commence juste après la fin de l'année scolaire. Puis après ça, quand la formation est terminée, les gens sont affectés comme membres d'équipage aux stations d'embarcation de sauvetage côtier. Donc, pour ça, c'est beau. Ensuite, vous avez un aperçu des divers programmes qui sont offerts par la garde côtière. Donc, juste vite pour résumer chacun. La garde côtière est chargée de fournir des aides à la navigation, donc de concevoir des systèmes d'aide à la navigation opérationnels, comme les bouées, par exemple, qu'on retrouve sur le fleuve. Ensuite, la garde côtière est aussi responsable de la gestion des voies navigables et de l'entretien des canaux. La garde côtière offre aussi des services de communication et de trafic maritime, donc par exemple d'être à l'écoute des appels de détresse. On a aussi un service de déglaçage, donc il s'agit de répondre aux demandes d'aide et de dégager aussi les havres et les ports. On a aussi une équipe d'intervention environnementale, donc cette équipe-là s'assure de répondre aux incidents de pollution marine aux besoins. On a aussi un service de recherche et sauvetage. Donc, on coordonne les interventions quand il y a des incidents maritimes. On a une équipe de navires préoccupants. Justement, Kevin en fait partie. Donc, il pourra vous en parler plus en détail. Puis, on a une équipe aussi de sûreté maritime qui s'occupe de fournir des analyses sur les mouvements des navires étrangers et canadiens, par exemple. Ensuite, la garde côtière, c'est une organisation pan-canadienne.
Puis, plus tôt dans le mois de mars aussi, vous avez eu une présentation de la part du MPO, donc le ministère des Pêches et Océans. Puis, on fait partie de la même organisation, pour votre information. Pour ce qui est de la garde côtière, on opère dans 4 régions. Puis, on a aussi une administration centrale à Ottawa et un collège de la garde côtière en Nouvelle-Écosse. Puis, Dominique va vous en parler tout de suite après. Puis nous, aujourd'hui, on va surtout parler des opportunités dans la région du centre parce que c'est notre région à nous. Maintenant, vous avez à l'écran un aperçu des actifs courants dans la région du centre. Fait que juste pour vous donner une idée qu'on est quand même une grosse organisation, en nous, on avait quand même 1683 employés. Donc, on est vraiment une belle grande organisation diversifiée. Puis, pour ce qui est de l'introduction des emplois étudiants, ce serait tout pour moi. Je ne sais pas si pour l'instant, il y a des questions dans le chat. Je n'ai pas accès comme je partage mon écran. Sinon, je passerai tout de suite la parole à Dominique pour la suite. Merci Myriam. Bonjour à tous. Effectivement, il y a plusieurs postes disponibles à bord des navires pour lesquels il faut peu ou pas du tout de formation et pour lesquels on recrute constamment. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns qui sont présentement dans le PowerPoint. Donc, le premier, il y a l'assistant mécanicien. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils effectuent des rondes de sécurité dans les salles de machines afin de s'assurer du bon fonctionnement des moteurs et des systèmes des navires. Donc, ils assistent les officiers mécaniciens dans les inspections de routine, la réparation de la machinerie et effectuent l'entretien général des salles des machines. Donc aussi, ils font partie de l'équipe d'intervention d'urgence pour le combat des incendies, la lutte contre les avaries et autres situations d'urgence qui peuvent arriver. Et donc, qu'est-ce que ça demande comme cheminement scolaire? Bien, il faut un diplôme d'études professionnelles en matelotage ou avoir de l'expérience dans l'entretien et la réparation des machineries. Et donc, le deuxième poste qu'on peut avoir aussi, c'est le matelot de pont. Donc, le matelot de pont, leur poste varie dans le fond de jour en jour. Donc, ils participent à la réalisation des travaux d'entretien généraux afin que les navires soient propres, sécuritaires et opérationnels. Ils participent au chargement et déchargement, la manipulation de la cargaison et des approvisionnements dans les navires et aussi participent aux opérations avec un hélicoptère. Donc, pour cela, il faut avoir un diplôme d'études en matelotage ou avoir une combinaison d'expérience et de formation dans un domaine qui est lié avec le poste. Et il faut avoir aussi un certificat sécurité de base qui est une formation d'environ 1 semaine pour ce poste. Et il y a aussi le poste de cuisinier-cuisinière. Bon, effectivement, ils sont responsables de la préparation des repas au bord des navires. Ils établissent les menus en se basant sur le guide alimentaire canadien, les normes de salubrité et d'hygiène, etc. Et donc, pour être le cuisinier, ce qu'on demande, ben, un diplôme d'études professionnelles en cuisine ou un équivalent, ou encore un diplôme d'études collégiales en gestion d'un établissement de restauration, ou encore un certificat professionnel en cuisine d'une institution reconnue. Et il faut avoir aussi une expérience significative dans la planification et l'exécution des activités reliées à la prestation des services alimentaires. Et bien sûr, il faut qu'ils aient un certificat de formation en sécurité de base. Donc, le quatrième que je peux vous présenter, c'est le steward. Dans le fond, les stewards, eux autres sont responsables du ménage dans les cabines des officiers, des salles à manger du navire et de certaines aires communes, ainsi que de faire le service des repas, que ce soit pour le petit déjeuner, le dîner, le souper. Et ce qu'on demande pour être un steward, bon, il faut avoir une formation en hygiène et en salubrité alimentaire. Donc, c'est une formation d'environ 2 jours. Et avoir de l'expérience dans l'industrie de l'hôtellerie, restauration
incluant les tâches ménagères ou le service aux tables. Donc, dans le PowerPoint, vous avez une idée un peu les revenus, par rapport aux revenus, puis les possibilités d'horaire qu'ils peuvent avoir. Quand vous travaillez, par exemple, dans un bateau 14 jours, par la suite, vous avez 14 jours de congé. Donc, 28 jours de travail, 28 jours de congé, ainsi de suite. Et je vais aller au prochain acétate. Pas acétate, excusez-moi, de PowerPoint. Diaporama. Oui. Excuse-moi, j'aurais juste une petite question comme ça. Quand on voit les salaires là, et les horaires de travail, dans le fond, les personnes travaillent 6 mois dans l'année pour avoir ce salaire-là. À peu près, oui, c'est ça. Ça peut être intéressant, hein? Donc, effectivement, c'est intéressant dans un bateau. Et les gens qui travaillent 14 jours, donc c'est sûr qu'ils voyagent un peu partout. Donc, il y a beaucoup d'événements. Puis c'est vraiment une famille au sein du bateau. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais après, vous avez 14 jours de congé par la suite. Donc, il vous permet de faire autre chose plus personnel et tout. Donc, c'est une très bonne opportunité en même temps pour apprendre à connaître un peu plus le Québec parce que ça nous permet de visiter un peu d'autres régions du Québec. Donc, c'est vraiment très intéressant, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou je continue? Allez-y, oui. OK, c'est bon. Au sein de la garde côtière, on a le collège de la garde côtière. Donc, on offre un programme de formation des officiers. De façon des officiers, dans le fond, c'est pour former des officiers mécaniciens et aussi des officiers de navigation. Et dans le fond, c'est un programme qui dure 4 années. Et ces 4 années, vous êtes rémunérés pour étudier pour ces 4 années. Et dans les 2 langues officielles, vous obtenez automatiquement un baccalauréat en technologie des sciences nautiques et un emploi garanti à la fin de vos études. Ça, c'est important de le savoir. Après votre programme, vous avez un emploi garanti au sein de la garde côtière. Et donc, je vais vous résumer un peu, c'est quoi l'officier de navigation. Donc, la navigation, on peut comprendre qu'il y a la navigation du navire. Donc, ils sont responsables de la navigation du navire sur l'ordre du commandant. Ils suivent les routes tracées sur les cartes en tenant compte de diverses informations, par exemple la profondeur de l'eau, les conditions météorologiques, le trafic maritime, et effectuent aussi les communications radio au sein du navire. Et il y a l'officier mécanicien, et donc eux autres, ils sont responsables du fonctionnement et de l'entretien des moteurs de propulsion et de l'équipement auxiliaire du navire. Donc, bien sûr, sous la supervision du chef mécanicien. Et donc, le collège se trouve à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et pour votre information. Et pour passer à la prochaine diaporama, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des exigences scolaires, au Québec, vous avez la liste des matières qu'il faut avoir pour pouvoir entrer à la... dans le fond, ce sont les divers prérequis pour intégrer les formations d'officiers du Collège de la garde côtière. Et ce qui est important de savoir, il n'y a pas seulement des opportunités, comme l'a dit Myriam, seulement au bord des navires. En effet, il y a 50% de nos postes qui sont basés à terre et 50% de nos postes qui sont à bord des navires. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Kevin qui va vous parler davantage des autres opportunités au sein de la garde côtière. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai grandi, moi, à Saint-Émile, tout près de Wendake. J'ai de la famille également chez vous à Wendake. Vous connaissez probablement tous Anne Desnoyers, qui était longtemps au CDFM. C'est la conjointe de mon cousin. Donc, j'ai un certain attachement envers votre communauté. Je vais vous parler rapidement de différents postes. Moi, j'ai débuté ma carrière en 2010. Ça fait au-dessus de 10 ans là, que je suis pour la garde côtière. J'ai commencé avec la fiche qu'on voit en ce moment, les services de communication trafic maritime. Donc, ça, c'est un emploi très intéressant. On a des centres, dans le fond, les SCTM, leur travail, c'est d'être les yeux puis les oreilles de la garde côtière. Donc, en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. On a des officiers qui sont devant les écrans avec les écouteurs sur les oreilles,
Puis leur travail, c'est un peu comme une centrale 911. Ils sont là pour communiquer avec les navires qui transitent dans les eaux canadiennes. Donc, s'il y a un navire qui est en train de vivre une situation d'urgence, un homme à la mer, des problèmes mécaniques, ils vont contacter nos services de communication trafic maritime. Il y a 4 centres qui effectuent ce travail-là pour la région du centre de la garde côtière. Il y en a un aux Escoumins, tout près de la communauté Escipit. J'ai travaillé là plusieurs années. D'ailleurs, on est quasiment sur le territoire d'Escipit, notre centre SCTM. Donc, c'est un de nos 2 centres du Québec. Sinon, l'autre est dans la ville de Québec. On a d'ailleurs engagé, j'étais là encore en 2017, on a engagé quelqu'un de chez vous, un Huron-Wendat, qui a commencé en 2018-2019. Donc, ça fait déjà au-dessus de 2 ans qu'il travaille pour nous. Je pense qu'il est très satisfait de son emploi. Donc, en gros, c'est les communications maritimes. Il n'y a pas une journée qui est pareille. On vit avec des situations stressantes. Il faut être en mesure de tolérer le stress. Ça demande un secondaire 5 à la base, puis des aptitudes français-anglais. Mais encore là, les études se font aux frais du gouvernement, aux frais de la garde côtière, au collège de la garde côtière. Ça dure 6 mois. Puis après le travail, mais c'est sur des corps de travail. Donc, on parle de 4 journées de travail de 12 heures consécutives, suivies d'environ 5 jours de congé. Donc, c'est très intéressant. Wendake est à proximité de notre centre, donc ça peut être une belle option pour les gens de chez vous. Ça prend pas, je vois une question dans le chat, est-ce que ça prend les maths fortes? Ça prend, pour le poste au sein des SCTM, ça prend pas de maths fortes, ça prend un secondaire 5. Puis comme j'ai dit, il y a un test d'aptitude. Puis par la suite, on vous envoie, si vous passez le test d'aptitude, l'examen médical puis les tests de langue, on vous envoie au collège de la garde côtière pendant 6 mois. Les salaires varient entre, je dirais, 65 000 et 90 000 $ pour travailler encore là, comme j'ai dit, 4 journées on, 5 journées off, c'est plus qu'intéressant. Moi, des fois, je me demande pourquoi j'ai monté dans l'organisation alors que j'étais si bien dans un poste comme ça. On peut passer à la prochaine slide, Myriam. Recherche et sauvetage, évidemment, c'est le mandat numéro 1 de la garde côtière. Donc, si on regarde les 3 mandats importants de la garde côtière, le premier, c'est la sauvegarde des vies humaines en mer. Donc, recherche-sauvetage, c'est exactement leur mandat. On a des gens, c'est le plus gros programme aussi. Donc, oui, il y a les gens sur les embarcations. Il y a des coordonnateurs en recherche et sauvetage, donc ceux qui reçoivent les appels de gens en détresse, un peu comme les SCTM aussi, puis ils vont être assignés à tasquer les navires. Donc, c'est eux autres qui vont regarder où se trouvent les ressources de la garde côtière pour assurer un déploiement efficace puis qu'on sauve de vie. Le but, c'est nous autres, c'est un échec si on ne réussit pas à sauver les personnes. Donc, c'est le mandat premier. Beaucoup d'emplois, souvent pour recherche-sauvetage, le moyen le plus facile de rentrer à recherche-sauvetage va être via le programme des embarcations de sauvetage côtier, le programme étudiant dont Myriam a parlé au début. Donc, s'il y en a que ça intéresse, pendant les études collégiales, universitaires, c'est un super beau programme. Les jobs, là, vous allez être déployés, puis vous allez faire, c'est un emploi étudiant qui est différent de flipper des burgers chez McDo. On sauve des vies, on contribue à sauver des vies sur une base quotidienne. Donc, il y a une fierté rattachée à tout ça, puis cette fierté-là, on la ressent un petit peu chez tous les employés de la garde côtière parce que chaque jour est différent, il n'y a pas de routine. Donc, recherche-sauvetage, je dirais que c'est principalement par le programme des étudiants qu'on peut rentrer là. Par la suite, sky's the limit. Vous avez les pieds dans la porte, c'est à vous de vous démarquer puis de faire les formations nécessaires à l'interne pour vous démarquer puis de devenir encore meilleur puis grandir au sein de l'organisation. La prochaine slide. J'avais parlé que le premier mandat, c'est la sauvegarde des vies humaines en mer. Le deuxième mandat de la garde côtière, c'est la protection de l'environnement. Je sais comment c'est important pour tous les membres des communautés autochtones, l'importance de préserver l'environnement. On a un groupe, un programme qui est presque aussi gros que Recherche-Sauvetage, sinon plus, dont le mandat est de prévenir les incidents de pollution en prenant les mesures qui s'imposent lors d'un incident, puis de réduire et minimiser les répercussions. Donc, chaque incident de pollution va être rapporté à la garde côtière via un système d'information. Par la suite, notre équipe d'intervention environnementale, eux autres, leur travail, c'est de l'intervention. Donc, ils doivent réagir rapidement
pour minimiser l'impact sur l'environnement. Donc, si un navire, là, on voit sur la photo, c'est un exercice, évidemment, mais on a déployé des estacades autour du navire. Donc, ce serait probablement pour simuler une perte des polluants qui ont coulé à l'extérieur du navire. Donc, c'est le genre d'opération dont on va faire. Encore là, chaque jour est différent. Peut-être que bien des fois, on est plus en mode préparation parce qu'il ne se passe absolument rien, mais la journée qu'arrive un incident, on doit être prêt puis exécuter l'intervention. On va travailler beaucoup avec d'autres organismes, que ce soit Environnement Canada, avec des organismes provinciaux, internationaux. Des fois, on a eu des incidents dans l'Arctique, par exemple, où est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont dû venir en ligne de compte. Donc, on devient des commandants d'incidents quand on travaille dans ce groupe-là. Présentement, il n'y a pas de poste vraiment là, ouvert ou d'affichage, à moins que Myriam pourra confirmer tout ça tantôt. Intervention environnementale, encore là, une fois qu'on a les pieds dans l'organisation, c'est là que ça va être plus facile d'accéder à des postes au sein de cette équipe-là. Prochaine diapositive, prochaine slide. Programme des navires préoccupants, ça, c'est ma fierté, c'est mon programme à moi. Donc, ça n'existe pas depuis longtemps. On est un petit peu les petits frères d'intervention environnementale. Moi, mon travail, en gros, c'est de faire la gestion efficace de toutes les épaves, les bâtiments abandonnés, les navires coulés au fond de l'eau, puis de s'assurer de les enlever des eaux canadiennes tout en respectant toutes les réglementations environnementales en vigueur. Donc, souvent, il y a des propriétaires qu'on va retrouver, des gens à qui appartiennent le navire qui est coulé ou qui est échoué. Mon travail, c'est en fonction de la loi, on est des agents d'application de la loi, c'est de m'assurer de parler avec ces propriétaires-là, puis de les guider, puis de leur rappeler leur responsabilité face à des épaves. Présentement, il y a au-dessus de 1800 navires échoués ou abandonnés au Canada, dans les eaux canadiennes. C'est un problème alarmant. On travaille énormément avec les communautés autochtones au sein du programme des navires préoccupants parce qu'en Ontario, au Québec, il y a énormément de communautés autochtones riveraines qui sont préoccupées, autant que moi, par ce fléau-là. Donc, en gros, notre travail, c'est on est des gestionnaires de projets. Donc, on va octroyer des contrats, on va faire une analyse de risque pour voir est-ce qu'il y a un risque pour l'environnement, est-ce qu'il y a un risque pour les kayakistes autour, est-ce qu'il y a un risque pour des oiseaux migrateurs qui seraient dans le secteur. Donc, il y a énormément de travail d'analyse qui est fait. Ça, on a des postes présentement qui devraient être affichés sous peu. Encore là, on parle d'un secondaire 5. D'ici la fin de la semaine, je vais avoir un concours qui va être affiché. Je pense que Myriam ne le savait même pas. C'est une surprise. Donc, on a des postes. Il y a de l'ouverture pour que ce soit un petit peu partout au Canada. Moi, j'ai pas de... Je suis basé à Montréal, moi, mais on peut travailler n'importe où au Québec ou en Ontario. Énormément de travail sur la route pour aller faire l'analyse de mandat sur ces embarcations-là. Fait que c'est stimulant. On n'est pas tout le temps assis derrière un ordinateur. Dernièrement, si je prends mes 3 derniers mois, là, ça fait à peu près 1 heure que je suis devant mon ordinateur. C'est à peu près la plus longue période que j'ai passée devant mon ordinateur. On est dehors. Où est-ce que c'est important? Puis on s'assure que toutes nos actions aient un impact positif sur l'environnement. Donc, ça fait un peu le tour. Est-ce qu'il me restait un autre programme, Myriam? Y avait-tu un autre slide après notre programme? Non, ça fait le tour pour ce qui est des quelques emplois dont je voulais vous parler. S'il y a des questions, je vais les prendre, mes collègues aussi. Puis, il y a tout le temps la possibilité de contacter Myriam si vous avez d'autres questions ou si vous voulez en savoir plus sur les processus. Ça va nous faire plaisir. Puis, comme j'ai dit, de plus en plus, au cours des dernières années, moi, je pense qu'au SCTM, on a fait l'embauche de 2 Hurons-Wendat. Donc, continuez d'appliquer chez nous, puis ça nous fait plaisir de vous avoir et de vous permettre de grandir avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 3 invités? Parce qu'il n'y a pas de questions. Alors, c'est encore une fois une autre très belle présentation. Vous avez démontré qu'il y a tellement de belles opportunités au sein de la garde côtière canadienne, de la belle diversité également, puis des salaires particulièrement intéressants. Donc, il n'y a pas de questions, je crois.
Si je peux me permettre d'ajouter aussi, juste pour faire du pouce sur ce que Monsieur des Forces armées a dit au début, là, nous, on a les mêmes types d'avantages là, que dans les forces. Là, donc, le même excellent fonds de pension, les mêmes assurances. Donc, c'est vraiment des beaux emplois avec des beaux avantages. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci de la précision. Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette activité à la découverte de la fonction publique fédérale avec les Forces armées canadiennes ainsi que la Garde côtière canadienne. Ne manquez pas vendredi à compter de 1h notre invité spécial Laurent Duvernay-Tardif. Tous les membres des Premières Nations sont invités à ISC. Dites-le à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Le lien de connexion Zoom est disponible dès maintenant sur la page Facebook du CDFM. Alors, encore une fois, merci infiniment à nos invités d'avoir été là. Bonne journée. Merci à nos étudiants qui étaient présents également. Tiawank. Bonjour.